Bonsoir à toutes et à tous, on va commencer. Vous avez Bertrand à quelques minutes de retard dans les embouteillages. Alors avant de commencer, je voudrais remercier toute l'équipe d'Irzecom, notamment les nouveaux qui ont œuvré à la préparation de cette conférence. Remercier aussi le BDE et l'équipe du forum de Télécom Paris-Tech qui nous aident financièrement à organiser ces événements. Alors comme il est d'habitude, on va commencer la conférence par une présentation de l'invité qui sera faite ce soir par Antonin Milza. Dans un deuxième temps, on aura une phase de débat co-animée par Loïc Gavier et moi-même. Et dans un troisième temps, vous aurez l'occasion vous-même de poser directement vos questions à Xavier Bertrand. Alors une petite nouveauté quand même cette année, c'est la mise en place de la plateforme WeSelfly à votre disposition pour le public. Donc, je vais laisser la parole à Salma qui va vous expliquer son fonctionnement mieux que moi. Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux. Alors je m'appelle Salma, je fais partie de WeSelfly, une jeune start-up qui a été créée par des étudiants HEC. Alors vous allez avoir beaucoup de questions ce soir, donc ça va être très simple. Vous utilisez vos portables ou vos PC. Pour participer, c'est très simple. Vous envoyez vos messages par SMS au 31035. Le code c'est HTC et ensuite votre message. Ou alors par le web, vous vous connectez au www.votrequestion.com/HTC. Donc on recueille toutes les questions que vous posez et on les soumet directement à Monsieur Bertrand. Voilà, donc participez et bonne conférence. Merci Selma. Donc, comme je vous le dis, c'est une expérimentation. Donc j'espère que ça va améliorer le lien entre l'invité et le public. On espère aussi que vous l'utiliserez à bon escient, tout en ayant à l'esprit que le débat a vocation à avoir lieu sur la scène et non pas sur WeSelfly. Donc pour ça, on a deux régulateurs, Axel et Alexandra, qui vont filtrer vos questions. Une dernière chose avant de commencer, je vous demanderai de mettre vos téléphones portables en mode silencieux pour éviter de perturber la conférence. Voilà, donc dès que Xavier Bertrand arrive, on va commencer. Merci. Avant qu'il ne parle, toutes mes excuses. Je ne mettrai pas en cause le plan de circulation de la mairie de Paris, même si je serais assez tenté, mais je suis vraiment désolé de ce retard, excusez-moi. Bonsoir Xavier Bertrand, merci d'être avec nous ce soir. Alors c'est avec grand plaisir que nous avons accueilli le fait que vous veniez avec nous ce soir, d'autant plus que vous annonciez il y a peu de temps dans un grand donateur français que vous refusiez actuellement la plupart des sollicitations médiatiques qu'on vous faisiez. Donc merci d'avoir fait une exception pour Paris Tech ce soir et nous vous remercions une nouvelle fois. Alors Xavier Bertrand, vous êtes dans le paysage politique français, notre homme politique aux deux visages, notre double face à nous Français. Vous cultivez à la fois l'image d'un homme politique très sérieux, qui aime maîtriser ses dossiers. Vous vous dites d'ailleurs vous-même accro à la politique, et vous avez par ailleurs une certaine ambition. Vous avez été ministre de la Santé et des Solidarités de 2005 à 2007, où vous avez en particulier entrepris la réforme sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, dont vous vous dites d'ailleurs particulièrement fier aujourd'hui. Ça, c'est pour me rendre impopulaire vis-à-vis de certains des participants? Non. Je demande. Par ailleurs, vous avez également été ministre du Travail et de la Solidarité de 2007 à 2009 et ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé de 2010 à 2012. Et lors de vos années au gouvernement de François Fillon, on vous doit en particulier la loi sur le service minimum ainsi que la réforme sur les régimes spéciaux de retraite. Par ailleurs, vous êtes député de la 2e circonscription de l'Aisne et maire, excusez-moi, de Saint-Quentin. Alors, votre deuxième visage, Xavier Bertrand... Sur le premier visage, Saint-Quentin, ouais. C'est la ville où a été créé
pour la première fois une plage en plein centre-ville. C'est juste pour rendre avant à Paris-Plage. César. Avant Bien sûr, Paris-Plage. Dès 96, Précurseur. je me suis suffisamment fait traiter de fou pour revendiquer la paternité de l'idée d'une plage en plein centre-ville. Effectivement. Alors le second visage, votre second visage, c'est celui d'un homme simple, jovial, souriant, un Français parmi les Français. Vos ennemis politiques n'ont aujourd'hui d'autre choix que vous qualifier d'édredon ou d'homme politique chamallow, alors que certains s'affichent dans les rubriques People de Paris Match. Vous allez inaugurer les foires au boudin, où vous allez revendre vos habits usagés sur le marché de Saint-Quentin. Alors, j'avais envie de vous poser la question suivante, Xavier Bertrand. Qui est le vrai? Est-ce que c'est plutôt le premier ou plutôt le deuxième? Est-ce que, quand vous faites de la politique, vous êtes sérieux volontairement, ou est-ce que le deuxième visage est celui qui vous correspond réellement? Non, c'est les deux en même temps. Je pense qu'il ne faut pas jouer un rôle, il ne faut pas chercher à incarner une personnalité différente. On est comme on est, et je suis tenté de dire que depuis le début, j'ai commencé à faire de la politique, personne ne va dire « moi j'ai un communicant, j'ai des amis communicants qui me donnent des conseils ». Moi si. Sauf que les bons communicants vous apprennent une chose, c'est à être vous-même. Et après, on plaît ou on ne plaît pas. Mais tout ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'il faut être le plus clair, le plus direct et le plus sincère possible. Et après, chacun se fait son opinion. Donc je ne suis pas tantôt l'un ou tantôt l'autre, je suis exactement le même. J'ai un parcours un peu particulier. C'est que, en définitive, moi j'étais vraiment sur un parcours d'élu local. J'avais un seul rêve, quand j'étais assez jeune, c'était un jour de devenir maire de Saint-Quentin. Et j'avais, sans faire aucun complexe, comme j'avais pas fait Sciences Po, pas fait l'ENA, j'étais pas parisien, je suis provincial, j'avais jamais bossé dans un cabinet ministériel, j'avais jamais été dans une écurie politique avec un tel, j'étais vraiment persuadé qu'il y avait une sorte de plafond de verre au-dessus de la tête de gens comme moi. Et je m'étais dit, honnêtement, élu local, ça me branche vraiment, il y a des choses à faire, changer sa ville, transformer sa ville, mais la politique nationale, c'est pas pour moi. Je suis devenu député, je vais tout vous dire, parce qu'on m'a dit, bon, t'es bien gentil, la politique nationale t'intéresse pas, mais vu ton profil, aux législatives de 2002, si c'est toi, on gagne le siège, si c'est pas toi, on n'est pas sûr, mais on peut t'en vouloir. Message clair, en politique, il y a des codes qui existent, et donc je me suis présenté. Et très vite, à l'Assemblée, on a voulu me tester sur différents dossiers. À l'Assemblée, j'ai réussi à faire avancer des dossiers qui étaient peut-être un peu compliqués. Et en novembre 2002, c'est Alain Juppé qui est président de l'UMP, et il faut un monsieur retraite pour l'UMP. Des noms beaucoup plus connus que moi à l'époque, ancien ministre, disent « Ah non, non, les retraites c'est casse-gueule, nous on n'en veut pas ». Et il y a quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, qui dit bah, « Si vous voulez, il y a Bertrand, il n'a rien. On n'a qu'à lui filer le dossier des retraites. Comme ça, s'il fait une boulette, on l'évacue très vite. Comme il n'est pas connu, ça ne fera pas de bruit. » Je vous assure que c'est comme ça que j'ai été choisi. Hein. Ce n'est pas sur mes talents, ce n'est pas sur mes compétences. C'est vraiment pour les retraites, comme c'est explosif. Si lui, ça lui explose à la figure, ça ne se verra pas. Et puis on règle ça. Et je pars sur le dossier des retraites. Je comprends que la feuille pour l'UMP est complètement blanche, que personne n'avait d'idée là-dessus. Qu'en plus, c'est le premier dossier, parce que n'oublions pas une chose, on est en novembre 2002, l'UMP était créée depuis quelques mois, et que jamais l'UMP et le gouvernement n'ont vraiment fonctionné ensemble à l'époque. Je prends le dossier des retraites, j'engage un Tour de France. À l'époque, Gilles Carrez, Bernard Accoyer, Pierre Méhaignerie, Jacques Barrot se penchent un peu sur mon berceau et me disent bah, « Tu te débrouilles pas trop mal, sois rapporteur », et voilà comment les choses sont parties. J'entame un Tour de France, je fais vraiment le lien entre l'UMP parti et le gouvernement, et on se dit que le dossier des retraites, il est plutôt bien géré. Je dépose des amendements et je suis, à l'époque, celui qui passe toutes ces heures à l'Assemblée. Voilà comment les choses sont parties. Donc, comme j'ai souvent tendance à le dire, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est allé beaucoup plus vite et je ne suis pas devenu ce parlementaire qui regarde avec envie les ministres qui arrivent à l'Assemblée avec leur bagnole de fonction et tout le reste et qui se disent pourvu qu'un jour je devienne ministre. Je le suis devenu avant de devenir complètement fou. Voilà, gros avantage. Question peut-être un peu provocatrice, mais est-ce que le second visage dont on parlait, ça ne serait pas simplement pour vous reprendre ce qu'on pourrait qualifier de méthode Hollande aujourd'hui, un homme bien normal en somme? Non, je n'ai pas de diététicien. Je sais qu'il faut que je perde du poids, pas pour devenir président de la République, mais tout simplement parce que ça ferait du bien à mes articulations. Très bien. Et si je maigris trop vite, là, ils vont vraiment se dire que je suis pressé. Donc j'attends. Très bien. Alors,
pour passer à une seconde question, j'aimerais revenir sur un passé plus lointain, sur l'origine de vos convictions et de votre engagement politique dont vous parliez. Comme vous le disiez, vous êtes d'origine d'une famille modeste, provinciale, vous êtes fils d'agents dans le milieu bancaire. Et effectivement, vous n'avez fait ni Sciences Po ni l'ENA, vous avez fait des études à l'université de Reims en droit et en sciences politiques, il me semble. Et, bien renseigné. Ouais, merci. L'administration locale. Je voulais ça. Donc, entre autres, vous avez évité à ce moment-là tous les grands dîners parisiens. Vous étiez bien loin de l'élite politico-médiatique de l'époque, et en particulier jusqu'en 2004, vous gagnez votre vie en assurant des mobylettes, il me semble. Un peu de voiture aussi, quand même. Ouais, on a des voitures à Saint-Quentin. Non, je vous assure. Très bien. Il y a des habitations, il y a un peu d'entreprise, il y a des commerces. Très bien. Est-ce que le fait d'avoir fait ni Sciences Po ni l'ENA, ça a été un avantage ou ça a été un inconvénient dans votre carrière politique? Pour le regard des autres, ça c'est sûr qu'il y avait une part de condescendance qui était assez marquée. Le côté, le plouc de province, là on ne va pas le calculer, ça c'est vrai, j'assume. Et en définitive, j'en ai nourri aucun complexe, ni aucun esprit de revanche, mais je pense quand même que de ne pas être formaté, comme le sont un certain nombre d'énarques par exemple, ou de ne pas être référencé élite, je pense que c'est un atout aujourd'hui, pour mieux sentir la société française. Je le crois franchement. Est-ce que vous pensez que les énarques sont peut-être trop éloignés de la réalité des Français? Il y en a qui soignent, et qui réussissent plutôt pas mal, mais je pense que quand, dans une école qui forme de très bons fonctionnaires, mais que ceux qui veulent faire de la politique sont parfois bardés de certitudes. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un politique qui est sûr de lui, qui écoute personne et qui avance sans regarder autour de lui. Je pense que ça, c'est un risque. Donc vous nous disiez tout à l'heure... Je vise personne, je crois. Je vise personne. Vous pouvez, hein. Non, pas envie. Vous disiez tout à l'heure que, typiquement, est-ce qu'en 2004, vous n'aviez déjà aucune vision de mandat national? Ce que vous disiez tout à l'heure, vraiment, c'était quelque chose qui vous a jamais traversé l'esprit? Non, franchement, je pensais que ce n'était pas pour moi. C'était un peu cette image, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une sorte de plafond de verre. Responsabilité n'était pas pour moi. Il s'avère que 8 ans après, j'ai été ministre plus de 6 années. J'ai été à la tête de ma famille politique en étant secrétaire général, et que je suis certainement dans ma génération celui qui a eu à la fois à faire le plus de réformes, mais aussi à affronter le plus de crises. Notamment la canicule de 2006, qui a été beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile à gérer que celle de 2003, mais il y a eu beaucoup moins de victimes. La crise du chikungunya à La Réunion et à Mayotte. J'ai eu aussi à gérer la préparation de la France sur la crise de la grippe aviaire H5N1. C'était à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, où tout le monde frémissait de stupeur quand il y avait un oiseau mort quelque part. Ce n'était pas la grippe H1N1, mais H5N1, qui était beaucoup plus mortelle sur le papier. Donc toutes ces crises-là, je peux vous garantir que c'est formateur de chez formateur. Et donc aujourd'hui, vous voyez continuer à avoir des responsabilités nationales. Maintenant que vous y êtes, c'est quand même quelque chose que vous envisagez au plus haut niveau. Oui, je le dis très clairement. Moi, je souhaite être candidat à la primaire de 2016 pour être candidat à l'élection présidentielle de 2017 et la remporter. D'accord. Donc justement, très bonne transition pour terminer cette présentation. On n'a pas répété pour la transition, je vous garantis. Pour terminer cette présentation, j'aimerais justement revenir sur votre fulgurante ascension de l'Everest politique. Il y a quelques années, que ce soit à gauche comme à droite, bien peu d'hommes politiques auraient parié sur le fait que vous passeriez de simple député à l'homme en charge de réformes très importantes du président sortant, voire aujourd'hui de futurs présidentiables aux prochaines élections présidentielles. Moi, ce que j'aimerais savoir, sans vous faire forcément le coup de vous demander si vous y pensez le matin quand vous vous rasez, c'est simplement quand même de savoir comment vous envisagez les 5 années prochaines, que ça soit en politique politicienne ou de manière plus stratégique, et puis pourquoi pas en dehors aussi, si vous le souhaitez. Et avant simplement que vous donniez votre réponse, voilà, on est entre nous ici, on est entre gens raisonnables. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous nous donnez une réponse complète sans langue de bois, je vous fais une surprise. Alors vous voulez savoir quoi exactement? Ce que vous envisagez pour les 5 années à venir sur tous les plans.
J'ai quoi? J'ai 1 heure, j'ai 3 heures, j'ai 5 minutes? Bon, vous avez allez, très quelques rapidement, minutes. parce qu'après, question-réponse. Déjà, que ce soit un peu moins le cirque à l'UMP et à la tête de l'UMP. Parce que pour l'emporter en 2016, personne ne tirera son épingle du jeu de ce que l'on vit aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. Moi, en plus, j'avais fait un choix. C'est que j'avais mes parrainages, mais j'avais décidé de ne pas y aller parce que je ne voulais pas ajouter de la division à la division. Je pensais que ce serait compliqué. Je ne pensais pas que ce serait ça quand même. Donc il faut qu'on sorte de cette crise dans laquelle on va nous dire aujourd'hui, bah, vous y enfoncez plus, c'est normal. C'est un peu comme des sables mouvants, il n'y a plus personne qui bouge de peur de s'enfoncer. Mais on n'en est pas encore sorti. Ça, c'est la première des choses. Il faut sortir de cette crise à l'UMP. La deuxième chose, c'est qu'il faut, je pense, proposer un vrai projet de société très différent en 2016 comme en 2017. La droite et le centre, le candidat de la droite et du centre ne gagnera pas avec les idées de 2007 ou avec les idées de 2012. Notre pays va profondément changer. L'Europe, la mondialisation vont faire changer le contexte. Il faudra avoir des propositions courageuses et audacieuses. Ça veut dire présenter un nouveau projet, parce que je pense qu'il y a aussi un nouveau modèle français qui est à dessiner. Ça reposera sur un pilier économique et social très fort. Et je pense, je fais donc un choix politique, stratégique, c'est que la première clé, j'en suis intimement persuadé, c'est l'emploi et ça sera l'emploi. Ça reposera sur la compétitivité des entreprises. Ça reposera sur une vraie réforme de l'État. Et ça reposera aussi sur une redéfinition de notre modèle social. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier sera sur l'éducation et la formation. Du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, sans oublier la formation tout au long de la vie. Il y a pour moi un troisième pilier qui touche à tout ce qui est régalien, tout ce qui forge notre identité. C'est à la fois la sécurité, c'est la justice, c'est aussi la lutte contre les communautarismes. Et j'y ajoute 2 autres choses. La question européenne sera une question centrale dans les années qui viennent. Je suis sûr et certain que nous aurons un débat de style, du type de celui de Maastricht en 92, parce que si la chancelière Merkel est réélue, il y aura une poussée en avant pour plus d'intégration en Europe. Et à ce moment-là, il faudra que chacun se positionne. Et moi, je ne suis pas un euro-sceptique, mais je suis un euro-exigeant. Je suis prêt à l'expliquer devant vous. Et le dernier point, pour mettre tout ça en place, il faudra aussi que les Français fassent un peu plus confiance qu'aujourd'hui aux politiques. Ça passera par des changements de comportement, des changements institutionnels. Je crois pour ma part à un mandat présidentiel non renouvelable et à la pratique beaucoup plus fréquente du référendum pour avoir davantage la confiance et le soutien du peuple français. Voilà quelques-unes des pistes. Ça veut donc dire que ça demande beaucoup de travail, un vrai travail de fond. J'ai la faiblesse de croire que ce sont les idées qui feront la différence et qu'ensuite incarner ces idées sera important, mais c'est sur le fond qu'on pourra à la fois surprendre et que les Français se diront « lui, on peut peut-être lui faire confiance ». C'est ma conviction. Très bien, merci beaucoup. Donc, juste avant de laisser la place à mes camarades pour le débat de cette soirée, je vous ai promis une surprise, donc chose promise, chose due. J'ai appris que vous aimiez particulièrement lire, voire dévorer la presse autour d'un café tous les jours, et qu'en particulier, votre petit péché mignon, c'était de lire votre horoscope à la fin du Parisien. Donc, comme vous nous avez fait le plaisir de faire une exception et de venir ce soir à Paris Tech, ben je vous ai amené les deux. Est-ce que, s'il vous plaît, c'est possible d'amener le café et le journal de Xavier Bertrand, s'il vous plaît? Puis je vais vous lire votre horoscope comme ça. Merci. Merci. Vous êtes Bélier, si je ne me suis pas trompé? C'est bon. C'est la dernière page, hein, c'est quoi? Il était pas mal ce matin. Moi, je vous le relis, tant pis, mais comme ça, tout le monde l'aura. Alors, côté cœur, malgré votre rejet de la solitude, soyez très prudent. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais... Réussite, vous saurez faire preuve d'un remarquable sens de l'organisation. Et au niveau de la forme, vous êtes en excellente vitalité. Merci beaucoup, Xavier Bertrand, d'avoir répondu à mes questions.